L'homme n'est pas au sommet de la nature, il est dans la nature. L'une des unités de la vie et rien de plus. Il est le produit d'une évolution partielle et non le produit de l'évolution totale. La branche où il fleurit part, ainsi que des milliers d'autres branches, d'un tronc commun. Salut les amis, je suis Clip et bienvenue dans Darkside. J'aimerais juste mettre les choses au clair par rapport au concept de l'émission, car je pense vous avoir laissé avec quelques zones d'ombre. L'objectif est de présenter un antagoniste emblématique et d'en faire une analyse pour savoir en quoi il est méchant et surtout aussi fascinant pour les spectateurs. Car comme vous le savez, un méchant est beaucoup plus intéressant qu'un héros. Pour étayer mon propos, je donne également un avis sur les œuvres dans lesquelles il apparaît, et dans la mesure du possible, je partage quelques anecdotes et une ou deux théories par rapport au personnage. Cela reste de la vulgarisation, mais le but également est de débattre sur la nature profonde de ces antagonistes et savoir en quoi ce qui les anime font d'eux des antagonistes. Après, pour certains, la question ne se pose pas réellement, comme pour celui d'aujourd'hui, avec le xénomorphe de la saga Alien. Alien est une saga qui a révolutionné dans le même temps le genre horrifique et de la science-fiction, et qui est souillée depuis 2012, s'étendant sur tous les supports culturels qui existent, que ce soit films, jeux vidéo, romans et comics. Elle a marqué au fer rouge la culture pop avec des références de partout, de Metroid jusqu'à American Dad, en passant par Dragon Ball Z. Pour justement bien contextualiser la chronique, on va revenir sur la chronologie officielle des films, et je vous donnerai un avis bref sur chacun d'entre eux. Le premier film faisant office de préquel à cet univers, Prometheus, réalisé par Ridley Scott, qui est pas mauvais, mais qui reste fortement décevant. L'équipe du Prometheus doit retrouver les ingénieurs, qui seraient responsables de la création de l'humanité sur LV-223. Mais la planète s'avère très hostile, surtout au vu de la connerie des personnages. Et la mission va tourner au cauchemar. On peut reprocher tout ce qu'on veut au film, mais la musique de la bande-annonce est juste complètement folle. Sa suite est également réalisée par Ridley Scott, Alien Covenant, qui malgré quelques moments sympas, reste une sacrée daube. Le Covenant est un vaisseau où se réunit un groupe chaleureux avec un esprit de camaraderie fort, on ressent beaucoup d'empathie pour... Et ces scènes ne font pas partie du film, mais ce sont des featurettes YouTube pour la promo du film. Scott a fait pareil pour Seul sur Mars. Personne ne lui a dit que c'était une connerie? Bref, l'équipe du Covenant avait pour mission d'implanter une colonie sur Auriga 6, mais suite à un incident, l'équipe choisit de se diriger vers une planète plus proche et plus habitable. Et comme le karma est une pute, ils vont tous crever. Je suis vraiment désolé d'être aussi sarcastique, surtout que c'est pas vraiment en raccord avec l'ambiance de l'émission. Mais le film est vraiment mauvais et débile. Et je pense surtout que Clap va en parler dans un dual screen. Passons au film fondateur de la saga, Alien le 8e passager, qui reste clairement un de mes films d'horreur et de science-fiction préférés. Le film est réalisé par Ridley Scott, mais celui qui en sera clairement à l'origine, c'est Dan O'Bannon, épaulé par Ronald Suchet, Walter Hill et David Giller. Et ce n'est qu'après que le scénario soit terminé que Ridley Scott a été contacté. Je précise ça pour dire que Ridley Scott n'a pas créé la saga Alien. C'est pour ça que je ne prendrai pas en compte Prometheus et Alien Covenant dans mon analyse du xénomorphe. L'équipe du Nostromo doit rentrer sur Terre, mais au cours d'un arrêt à l'insu de leur plein gré, un des passagers se fait attaquer par une vie inconnue, ce qui provoquera par la suite l'arrivée de l'alien à bord. Pour solidifier un peu la chronologie, il y a le jeu Alien Isolation qui s'y insère. Je n'y ai pas joué, mais il a l'air bien cool. Aliens se déroule 57 ans après les événements du premier, et est réalisé par James Cameron, que tout le monde considère comme étant le meilleur de la saga, mais je préfère le premier. Ripley décide de partir sauver une équipe qui a été vraisemblablement attaquée par l'alien. Et en fait, c'était pas un alien, mais des aliens, d'où le titre. Et après avoir tué la reine alien, tout semble être terminé. Sauf que non! Et pour la petite précision, la daube, qui est Alien Colonial Marines, se situe juste après le 2. Et jusqu'à preuve du contraire, il est canon à la saga. Vint ensuite Alien 3, ou Alien Cube, et la production a été catastrophique. Et c'est là que les choses se sont empirées.
Réalisé par mon chouchou David Fincher qui a été fortement malmené, l'histoire narque après avoir survécu à l'attaque et s'être échoué sur une planète pour le moins accueillante, une planète prison avec des tueurs et des violeurs. Ripley, qui porte une reine alien dans le bide, ramène sans vouloir l'autre alien qui s'était réfugié dans son vaisseau. La Veyland veut récupérer la reine, mais pour éviter toute propagation et d'autres tueries, Ripley se sacrifie. Mais comme la mort est juste un petit rhume à Hollywood, Alien Résurrection est sorti sur les écrans. Et même si c'est le plus conspué des 4, je trouve que c'est celui qui a le plus d'identité. Et c'était pas désagréable. Ripley a réussi à être cloné afin de faire des expériences sur des aliens. Mais ils arrivent à s'échapper et sèment la terreur dans la station. Oui, c'est expédié, je sais. À mes yeux, la saga Alien parle de la vie sous toutes ses formes. Humanité, artificialité et animalité. Et les met en relation. Évidemment, l'alien est central. Mais à mes yeux, ce n'est pas le sujet principal de la saga. On va y revenir et on va se concentrer sur le xénomorphe. Pour vous expliquer un petit peu, toute la saga Alien a résulté de l'échec de la réalisation de Dune de Jodorowsky, où Dan O'Bannon et Asher Giger travaillaient dessus. O'Bannon était dépité et en profita pour se consoler en écrivant une première version du script d'Alien. Et après moult réécritures et propositions, le script final parvint donc à Ridley Scott. Ce dernier, en voyant les travaux de Asher Giger, en particulier son œuvre Necronomicon 4, trouva le design parfait pour la créature. Dan O'Bannon, en voyant les travaux de Asher Giger, a dit « Je n'ai jamais rien vu qui pouvait être aussi beau et horrible à la fois que son travail. » Ça annonce la couleur. Asher Giger a un univers très particulier, qualifié d'univers biomécanique. Mythologie, psychologie, symbolisme autour de nos peurs, Giger possède une patte artistique fascinante, déroutante et assez effrayante. Je pense même que c'est réducteur quand je dis ça, car l'univers de Giger est ultra riche. Mais pour revenir sur le xénomorphe, Ridley Scott voyait en cette créature une forte connotation sexuelle, qui pourrait te baiser juste avant de te tuer. Mon esprit beauf valide cette remarque. Giger pensait que son travail allait être trop perturbant et hermétique pour le public. Il proposa de recréer un design, mais on lui demanda juste de refaire des modifications pour pas que la connotation sexuelle soit plus subtile entre autres, tout en suivant le scénario afin de lui donner une histoire naturelle. Giger créa par contre les œufs, les facehuggers et le space jockey. D'ailleurs, et je pense que vous le savez, la scène où l'embryon de l'alien, le chestbuster, sort du corps de Kane, les acteurs n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. On leur a donné des indications assez floues, et justement c'était pour but de garder une véritable réaction de peur. Cette scène reflète également un des aspects du film. Beaucoup de dialogues ont été improvisés. Cela permet de rendre les scènes de camaraderie beaucoup plus empathiques et réalistes, offrant ainsi un ton beaucoup plus vrai, et comme ça, la peur est beaucoup plus crédible. Et pour finir la contextualisation, il faut vraiment qu'on m'arrête parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement que ça m'intéresse, il y a un acteur sur le costume de l'alien. Il s'agit de Bolaji Badejo, un acteur nigérian de 2,10 m, dont le rôle n'a pas eu de grandes répercussions sur sa carrière, vu qu'il n'a pas été crédité à sa juste valeur. Car bon, sa démarche et son physique ont grandement contribué à l'horreur qui se dégage de la créature. Justement, le xénomorphe. Pourquoi fait-il si peur ? Le xénomorphe est la parfaite représentation d'un prédateur qui ne possède que des objectifs primaires. Parasiter, infester, tuer, traquer et proliférer. C'est tout. C'est un monstre n'ayant aucune empathie, aucune pitié, ni aucune émotion. Il ne possède qu'un instinct animal, dont le seul objectif est la survie en tuant ce qui se trouve sur sa route. Il possède une grande force d'attaque, notamment avec une mâchoire mobile, une langue dotée de crocs, une carapace presque impénétrable, un système de défense avec son sang acide, une queue puissante. L'alien est le monstre mythique de la SF au cinéma. Son agilité, sa capacité à se dissimuler, font de lui une créature invisible et redoutable. Sa particularité, il n'a ni yeux ni oreilles. Il n'a rien de commun avec les créatures existantes. Et malgré qu'il soit dépourvu de ses organes pourtant primordiaux, l'alien possède des organes internes lui permettant de sentir les phéromones qu'aimaient ses victimes. Plus tu as peur, plus tu es repérable pour lui. Et sans les yeux, la créature est encore plus menaçante, car tu ne sais jamais où elle regarde, voire même tu ne sais pas si elle est capable de te voir. Elle se repère grâce à d'autres éléments, indescriptibles pour les humains. C'est une créature intelligente, s'adaptant à tous les environnements et surtout astucieuse, capable de tuer l'un des leurs pour parvenir à leurs objectifs. Et c'est là que H montre à quel point l'alien est fascinant et dévoile ainsi la thématique des films. On ne peut pas considérer l'alien comme étant un méchant à proprement parler, car pour cette espèce, c'est leur instinct animal qui les guide, donc la survie. C'est dans la nature de tuer, et surtout tuer ceux qui ne sont pas de leur espèce.
Le concept de manichéisme, de bien et de mal, reste propre aux êtres humains. Une créature qui va au-delà de ce concept de bien et de mal est tout bonnement terrifiante, car incontrôlable. L'alien transpire également une thématique autour du viol, rendant encore plus malsain cette créature qui a besoin d'un hôte d'inséminer quelqu'un pour se reproduire. Son apparence rappelle des formes sexuelles, et cette perfection gracieuse dans son design vient contraster la peur qu'elle incarne. Il y a également des scènes assez explicites sur ce sujet quand l'alien dissémine tout l'équipage. Il y a une tension sexuelle permanente dans ce film, pas dans le sens érotique, mais dans le sens effrayant. Il y a pas mal de scènes qui n'ont pas été tournées par rapport à ça. On a cependant la scène entre Ash et Ripley qui se battent, où on voit Ash tenter d'étouffer Ripley en lui mettant un journal enroulé dans la bouche. Une scène hautement suggestive, dénotant la violence qui s'en dégage. Le xénomorphe est une créature violente qui influe le comportement des autres. Ce qui rend la créature effrayante, c'est l'inconnu. On avait quelques petites réponses par rapport à leur mode de reproduction, mais c'était assez flou. On n'avait pas de réponse concrète par rapport à leurs origines. Et c'est ça qui les rendait fascinantes. Jusqu'à ce qu'on ait Prometheus et Alien Covenant. Mais je réalise quelque chose. Plus j'analyse en profondeur l'alien, plus je m'attarde sur les personnages. Et je pense que c'est ça, le sujet principal d'Alien. Comme je vous l'avais un peu annoncé tout à l'heure, je pense qu'Alien se focalise sur les rapports qu'entretiennent humains et androïdes suite à l'arrivée du xénomorphe. Une forme de vie nouvelle qui serait plus forte et intelligente qu'eux. On a un rapport étroit entre l'homme, l'artificialité et la nature, chacun voulant montrer sa supériorité à l'autre. En se confrontant avec cette créature, Ripley va découvrir quelle est la véritable nature des gens de son entourage, humains et androïdes. A première vue, on pourrait croire que ce sont les androïdes la menace, surtout depuis Prometheus. Ash, Bishop, Cole vont indubitablement influencer la personnalité de Ripley et tendre vers son évolution. Chaque film montre une version différente de l'androïde, corporatiste, empathique et idéaliste. David adoptera un côté créationniste, mais lui, je le mets à part. Mais le point commun entre ces 4 androïdes, l'homme. C'est l'homme qui est responsable de leur création, et de ce fait, il y a toute une thématique autour de la création et du contrôle de la vie. Car les androïdes ne sont que le reflet des êtres humains qui sont vus sous un angle négatif. Ce sont leurs décisions qui ne font qu'empirer les choses, et Ripley comprendra que les hommes seront pires que la menace alien. Avidité, curiosité maladive, fierté, incompétence, mégalomanie, l'homme est le moteur du récit et des massacres. Cole sera justement la représentation des androïdes qui ont voulu sortir du joug des hommes, y compris David, et tout ceci résulte d'êtres humains qui ont voulu contrôler la vie à leur avantage, artificiel et naturel. Le xénomorphe au final, il ne fait que suivre ses idéaux, la survie. Il ne tue pas par plaisir, mais juste pour que son espèce perdure. C'est l'homme qui vient tout chambouler, avec ses ambitions et son délire d'expansion. Cela reflète ainsi mon idée de base, l'alien n'est pas la véritable menace. Ce sont les androïdes, et surtout les hommes. De par leurs décisions, leur objectif et leur manie inéluctable de vouloir contrôler la nature. Sauf qu'ils se rendront compte que la nature est incontrôlable et qu'elle reprend toujours ses droits. Il y a d'ailleurs quelque chose qui a été abandonné, quand Ash demande à Ripley s'ils ont essayé de communiquer avec la créature. Ça se réfère à une fin alternative qui a été refusée. À la fin, on avait l'alien qui décapitait Ripley et utilisait sa tête pour pouvoir communiquer avec la Terre. Bon, c'était beaucoup trop sombre, mais ça reflétait encore plus l'intelligence de l'alien. On peut aussi dire que grâce au xénomorphe, la place de la femme dans les films d'action et de SF va inexorablement changer, en les mettant à l'honneur comme étant des personnages forts. On avait la princesse Leia auparavant, mais James Cameron va encore plus marquer le statut des héroïnes badass avec Ripley et Sarah Connor. Sans xénomorphe, on n'aurait jamais eu ça. Ne la touche pas, sale pute! Le xénomorphe est une créature unique, terrifiante, iconique, qui a à jamais marqué la culture pop. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à partager votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas... Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.